Good morning. Le président, bonjour. Nous allons donc maintenant entendre le prochain témoin sur la liste. Il s'agit du témoin 226 et je demande à Madame l'huissier de faire entrer le témoin dans le prétoire, à moins qu'il y ait des questions qui doivent être soulevées avant son entrée. Mais je vois, et j'en suis fort content, que personne ne souhaite se lever. Rendre ça un peu plus grand. Yes. On rend ça un peu grand, ça ne tombe pas bien dans les oreilles. Voilà. Voilà. Good morning, Mr. Witness. Bonjour. Before starting, Avant de commencer à vous poser des questions, avant que les parties ne commencent à vous poser des questions, tout d'abord, j'aimerais que vous nous donniez votre nom, prénom, lieu et date de naissance, afin de vous identifier sur le compte-rendu. Moi, je me nomme Sekongo Zie. Je suis sergent à l'armée de terre de mon pays, né le 25 juin 1979. and you are Et vous êtes citoyen ivoirien, j'imagine? Can you tell us Pourriez-vous nous donner votre appartenance ethnique et votre religion, s'il vous plaît? Je suis Senufo, le groupe ethnique Senufo du nord de mon pays, et animiste de religion. Thank you. You said that you're a surgeon. Question, merci. Vous nous dites que vous êtes sergent de l'armée de terre. À l'heure actuelle, vous êtes sergent, c'est cela? Oui, monsieur le juge. And at the time of Et lors de la crise post-électorale, quel était votre métier, votre profession?
J'étais soldat dans mon pays. Je servais sur les armes, mais de grade caporal. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors, j'ai quelques informations pratiques à vous donner. D'abord, pour vous mettre à l'aise. Tout d'abord, sachez que nous vous appellerons toujours Monsieur le témoin. C'est la pratique ici. C'est ainsi que l'on appelle tous les témoins. Donc, on ne donne jamais votre nom. On vous appelle toujours Monsieur le témoin. Ensuite, si à un moment ou à un autre, vous devez donner une réponse que vous ne voulez pas donner en audience publique, c'est-à-dire que vous pensez qu'il n'y a que nous, dans ce prétoire, qui devraient entendre votre réponse pour quelque raison que ce soit, eh bien, faites-le moi savoir. And in any case, if you have any Mais bon, si à un moment ou à un autre, vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir, en levant la main par exemple, et nous vous écouterons et puis nous tâcherons de trouver une solution. D'accord ? now I have some further information regarding Alors j'ai d'autres consignes à vous donner. Parlons des langues. Vous voyez que je parle anglais, or vous parlez français. Je parle lentement. En effet, je veux que mes propos soient compris de vous, et je veux comprendre ce que vous dites aussi, et pour cela, nous devons passer par des interprètes qui sont au-dessus. De plus, tout ce que nous disons en français et en anglais doit être consigné par écrit, correctement. Donc je vous demande instamment de ne pas parler trop vite, afin de permettre aux sténotypistes et aux interprètes de faire leur travail correctement et du mieux qu'ils peuvent. Et vous verrez que c'est surtout très important lorsqu'on vous posera des questions directement en français. Vous aurez envie de répondre immédiatement. Mais je vous demande de ménager une pause entre la question et votre réponse. Une pause de quelques secondes. Comme ça, les voix ne se chevauchent pas et les interprètes peuvent travailler correctement. Ainsi que les sténotypistes. Si, à un moment ou à un autre, vous parlez tous en même temps, ou si vous vous emballez aussi, vous commencez à parler trop vite, je vous dirai de ralentir en faisant un petit geste de la main. D'accord ? D'accord. you are a witness in this. Alors, vous êtes témoin dans cette affaire. L'affaire le procureur contre M. Gbagbo et M. Blé-Goudé. Alors, en tant que témoin, vous êtes ici pour répondre à des questions qui vous seront posées par le représentant du bureau du procureur et par les avocats des deux défenses, peut-être aussi des questions des juges. Et le but de ces questions et de vos réponses, c'est de trouver la vérité, savoir ce qui s'est passé. Donc vous êtes tenu de répondre aux questions. Et de plus, vous êtes tenu d'y répondre sans mentir, avec véracité. Et vous n'êtes pas ici pour être en faveur de quelqu'un ou en faveur d'une autre partie. Vous êtes ici pour nous aider à trouver la vérité. Et uniquement pour cela. Et donc, avant que l'on commence à vous poser des questions, vous devez vous engager solennellement à dire la vérité. C'est notre texte qui vous oblige à cela. Donc, je vous demande de lire ce qui est écrit sur la petite carte devant vous. Et ce sera ainsi votre engagement solennel à dire la vérité. Allez-y. Je déclare solennellement
que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you very much, Mr. Witness. Merci, monsieur le témoin. Dernière chose que je dois vous dire avant de donner la parole au parti et d'abord aux représentants du procureur. Le faux témoignage ici est un délit sanctionnable. Vous comprenez cela? Oui. Okay. Now we're ready. Bien. Je vais maintenant donc donner la parole aux représentants du bureau du procureur. Monsieur Garcia, vous avez la parole et vous pouvez commencer à poser vos questions. Good morning, Mr. President, Your Honors. Monsieur Garcia, bonjour, Madame, Messieurs les juges. Vous arrivez à m'entendre, Monsieur le témoin? J'entends mieux maintenant. On est très proches l'un de l'autre, alors je ne crois pas qu'on aura de problème aujourd'hui. Première des choses que je veux vous dire, c'est que parfois, je vais vous poser des questions. Si ça vous arrive de ne pas comprendre ma question, n'hésitez pas à m'interrompre, me le dire immédiatement après. Et de cette façon, nous allons mieux nous comprendre. Je peux reformuler la question, pour reposer la question. Également, juste avant de commencer, ce que je voulais vous dire pour vous guider, c'est que ce qui m'intéresse principalement aujourd'hui, moi, c'est ce que vous avez vu personnellement, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu. C'est ce qui m'intéresse principalement. Ce qui vous a été rapporté ou ce que vous avez entendu par d'autres personnes, pour l'instant, cela ne m'intéresse pas. Mais si j'en ai besoin, si j'ai besoin de l'information qui vous a été rapportée, je vais vous poser la question précisément. C'est bien entendu? Oui, maître. Merci, Monsieur le témoin. Alors, comme vient juste de l'expliquer, Monsieur le Président, nous allons faire attention de ne pas se chevaucher, évidemment, questions-réponses. Donc, après mes questions, prenez quelques secondes pour réfléchir à la question et répondre. Alors, j'ai cru comprendre durant vos réponses au Président qu'à l'époque de la crise post-électorale, vous étiez caporal. Est-ce que c'est caporal ou caporal-chef que vous étiez comme grade militaire? Caporal. Et à l'époque de la crise post-électorale, vous étiez situé où? Pour le service, Pour le service. Durant la crise post-électorale, géographiquement, vous étiez où? Dans quel camp? le nouveau camp militaire d'Akwedo. Est-ce que vous aviez une fonction particulière? Particulière, non. Soldat. Quand je vous pose la question si vous aviez une fonction particulière, juste pour préciser, c'est ce que vous aviez une certaine arme qui vous était attribuée ou vous faisiez quelque chose en particulier? Désolé si vous ne m'avez pas compris initialement. Oui, j'étais tireur. J'étais tireur sur mon arme. Et de quel gendarme s'agit-il? Eh ben, les armes qu'on avait à notre dotation dans mon unité. Donc, c'était tireur en général pour les armes que vous aviez dans votre camp, c'est cela? Oui. Alors vous, Monsieur le témoin, est-ce que vous avez eu auparavant des formations
en matière d'armes alors que vous étiez au sein de l'armée? Oui. Alors, pourriez-vous nous en parler brièvement du genre de formation que vous avez subi, justement pour devenir caporal et tireur? J'ai suivi chez nous, au pays là-bas, dans notre jargon, on dit le CA1. C, la lettre C, A, la lettre A, E, le chiffre 1. Voilà. C'est ce qui me donnait droit, c'est ce qui m'autorisait à être tireur sur toutes les armes en dotation de mon unité. Et c'est une formation qui dure approximativement combien de temps? Entre 3 mois et 5 mois, ça dépend. Et cette première formation CA1, est-ce qu'elle couvrait également l'utilisation de mortiers? Évidemment. Et brièvement encore, on ne peut pas passer trop de temps sur la question, mais qu'est-ce que vous apprenez au sujet des mortiers? Quel est l'enseignement? C'est un enseignement basique ou... On apprend l'utilisation de l'arme. Bon, il y a le côté basique, le côté classique. Il y a l'utilisation de l'arme. L'arme elle-même, avant de l'utiliser, comme vous êtes en train d'utiliser l'appareil, il faut connaître les caractéristiques. Et puis, le côté classique, il y a comment l'utiliser, à quel moment l'utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire avec. Voilà. Alors, vous nous avez parlé de CA1. Est-ce que vous avez subi une autre formation après CA1? Oui. Pendant la crise post-électorale, j'étais en train de subir une formation au CA2. C'est-à-dire que le complément du CA1, mais qui aspirait à un autre grade et à une autre fonction. Vous nous dites pendant la crise post-électorale, est-ce que vous avez complété ce deuxième stage de formation, le CA2? Si j'étais en stage pendant la crise post-électorale. J'étais en stage, le CA2. D'accord. J'ai compris que vous étiez en stage, mais est-ce que vous avez réussi à le compléter ou est-ce que vous étiez en cours de le compléter à la fin de la crise post-électorale? Non, je n'ai pas pu le terminer à cause de la crise post-électorale qui s'est aggravée par la suite. Et brièvement, Monsieur le témoin, ce stage de formation CA2, ça visait quoi au juste? Qu'est-ce qu'on vous enseignait? Comme le premier stage, c'était toujours comment utiliser l'arme, mais cette fois-ci à un autre niveau. Là, c'était comment l'utiliser en tant que tireur. Mais au CAD, comment l'utiliser en tant que chef des pièces. Et encore une fois, est-ce que ce deuxième stage de formation couvrait également les mortiers? Oui, maître.
Alors, je vais revenir aux armes dans quelques instants, mais juste pour avoir plus de précision, quand vous étiez au nouveau camp Aquedo, vous étiez dans quelle unité des forces terrestres? J'étais au bataillon d'artillerie sol-air. Base B comme la lettre B, A comme la lettre A, S comme la lettre S, A comme la lettre A. Et vous étiez au Baza depuis combien de temps? Combien d'années? Si vous êtes en mesure de nous le dire approximativement. Je ne saurais vous dire le nombre d'années, mais j'étais là-bas depuis 2001. J'ai été affecté depuis 2001 au Baza. Toujours au nouveau camp Aquedo ou vous étiez ailleurs avant? Oui, j'ai été ailleurs avant. J'ai suivi ma formation commune de base à l'école des forces armées de Bouaké. Et après Bouaké, vous avez été où? Directement au Baza. Et au nouveau camp Aquedo, vous étiez situé au Baza. Qui était votre supérieur hiérarchique, votre commandant d'unité? Excusez-moi, à quel moment? Pendant la crise? Désolé, oui, je vais préciser. Pendant la crise post-électorale. C'était le colonel Dadi Rigobert. Est-ce qu'il y avait un commandant second à cette époque, un adjudant? Ah oui, mais forcément, maître, forcément. Et qui était-il? C'était le capitaine Goué. Alors revenons aux armes, Monsieur le témoin. Pourriez-vous nous dire brièvement quelles sont les armes que vous aviez au nouveau camp Aquedo durant la crise post-électorale? Dans mon unité, on avait des AK, des mitrailleuses de 12-7, des canons de 20 mm, des bitubes de 23 mm ZU. On avait des mortiers de 120 et puis des BM21 en autres. Voilà. Alors, je vais m'intéresser principalement au mortier 120 mm, Monsieur le témoin. Alors, pendant qu'ils étaient là-bas, vous dites que vous les aviez au nouveau camp Aquedo. Est-ce qu'ils étaient dans un endroit en particulier?
Oui. Quel était l'endroit? Ils étaient bien au bazar dans mon unité. Comment est-ce qu'on faisait pour avoir accès à ces mortiers? Est-ce qu'il y avait une procédure à suivre? La procédure à suivre, bon, pour avoir accès à ce mortier, parce que c'était dans un enclos fermé avec un portail et qui était surveillé par des soldats comme moi. Moi-même, j'en ai plusieurs fois pris le service de garde là-bas. Pour avoir accès, il fallait, je ne sais pas si c'est une autorisation ou bien ce qui est sûr, le commandant d'unité ou bien son second devrait émarger sur une demande que tu venais présenter au chef de la sécurité qui consignait ça dans un cahier et tu rentrais avec ton équipe pour récupérer l'arme, qui est le 120, vous avez dit. 120. Voilà, pour récupérer l'arme. Et à la sortie, le chef d'élément de la sécurité consignait encore le numéro de série de l'arme ou bien des armes, plus le numéro d'immatriculation du véhicule, parce que c'est du Kosovo, il faut que ça soit transporté, et le nombre d'obus à utiliser, ou bien que toi, le chef d'élément, tu as préféré prendre pour aller. Voilà. Alors, si je comprends bien, il fallait une autorisation écrite, d'après ce que j'ai constaté, vos mouvements de main, du commandant d'unité. Est-ce que c'est cela? Oui. Et pour utiliser un mortier 120 mm, c'est une équipe de combien de personnes? Encore la tête. Je n'ai pas menti. Ah oui. Je constate, monsieur le témoin, que vous avez quelques feuilles Oui. devant vous. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de notes personnelles que vous avez prises? C'est quoi? Le juge président. Maître Knops, monsieur le président, j'ai constaté que le témoin disposait de notes écrites. Le président, oui. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Quelles sont ces notes que vous avez devant vous? Madame la greffière d'audience ou Madame l'huissier, est-ce que vous pouvez aller récupérer ces notes, s'il vous plaît? De quoi s'agit-il, monsieur le témoin? Il s'agit des notes personnelles que j'ai prises quand j'ai fini de relire ma déposition pour ne pas être auprès du bureau du procureur, parce qu'il y a des erreurs de frappe qui amènent à des fautes. Et je dis des fautes à des erreurs pour ne pas être en porte-à-faux avec ce que je vais dire. Vous avez eu l'occasion de relire votre déclaration, n'est-ce pas, avant de venir vous présenter devant nous. Vous avez eu l'occasion de la relire ces derniers jours. Est-ce que vous avez relevé quelques différences? Eh bien, vous aurez amplement l'occasion de corriger cela dans le cadre de votre déposition pour nous expliquer quelles sont ces différences et pourquoi elles ont pu se retrouver dans votre déclaration. D'accord? Oui. Monsieur Garcia, veuillez poursuivre.
Alors, monsieur le témoin, la question sur laquelle on s'est laissé, c'est celle à savoir combien de personnes il fallait justement pour utiliser un mortier. Il y avait une équipe, elle était composée de combien de personnes? L'équipe, il y en a 5 personnes, mais pour la mise en œuvre, 3 personnes suffisaient. Mais 5 personnes au total. La mise en œuvre, 3 personnes. Vous nous avez dit que vous étiez tireur sur l'ensemble ou les armes qui étaient au camp. Que fait un tireur justement dans une équipe de mortier? Quelle est sa fonction? Le tireur, il participe à la mise en place de l'arme, la mise en batterie. Après la mise en batterie, c'est lui qui s'en va chercher l'appareil de visée. Il vient le placer. C'est encore lui qui reçoit les coordonnées avec les calculs faits sur la carte. C'est lui qui reçoit les coordonnées et qui les affiche sur l'appareil de pointage. Quand tout est fini, si le tir doit être réalisé, le pourvoyeur, l'un de ses pourvoyeurs lui envoie encore l'obus. C'est lui qui l'enclenche dans la bouche à feu. Et c'est lui, pour les tirs, je dirais pas automatiques, les tirs vraiment voulus, c'est lui encore qui actionne le câble qui fait partir le coup. Ça, c'est le rôle c'est tout ça qui regroupe le rôle du tireur sur le mortier de 120. Alors justement, vous nous avez parlé de la formation, la formation que vous avez reçue, que vous avez subi, la CA1. Vous étiez en train de suivre CA2, si je comprends bien. Aspect technique, est-ce que vous êtes en mesure de nous parler de la portée maximale d'un de ces mortiers 120 mm de l'obus? La portée maximale, 12 km. Parce que ce sont des versions russes que nous avons. Donc j'ai appris 12 km, portée maximale. Alors, monsieur le témoin, je veux simplement vous questionner davantage sur cette réponse que vous venez nous dire. En ce qui concerne la portée d'un obus qui se trouve dans un mortier, comment est-ce que ça fonctionne ou juste comment est-ce qu'on fait en sorte que le mortier puisse atteindre une portée plus grande ou moins importante? Techniquement, comment ça se passe? Pour ce que j'ai appris, plus il y a des éléments que l'artificier met sur l'obus, c'est comme des bagues ou bracelets qu'on appelle des charges. Plus les charges sont assez, plus l'obus va plus loin. Plus les charges sont moins, plus l'obus reste tout près. En portée maximale, comme je l'ai dit, la version russe que j'ai étudiée, on m'a appris qu'il faut 6 charges pour que l'obus atteigne 12 km, qui est la portée maximale. Alors, c'est bien compris, monsieur le témoin. Je veux simplement vous ramener à votre déclaration pour éclaircir un point avant que, à ce point-ci, étant donné que je trouve que c'est tout à fait pertinent. Au paragraphe 25 de votre déclaration, celle qui a été prise par des enquêteurs, vous avez dit aux enquêteurs que la portée
en parlant du mortier de 120 mm, vous avez dit que la portée était de 6 km. Je veux simplement que vous y pensiez, simplement pour qu'on ait le bon chiffre, si vous voulez. Maître, vous m'avez dit la portée maximale. 6 km, c'est la portée pratique. C'est-à-dire que où l'obus tombe et puis ça fait le maximum de dégâts espérés, voulus. Je ne sais pas si c'est... Oui, je crois bien, j'ai encore une bonne mémoire. 300 mètres carrés, non? Ou bien rayon de combien là, je ne sais pas. Pour que, en tout cas, l'obus atteigne son objectif en temps réel, en temps normal, ça c'est 6 km. Ça c'est la portée utile. Mais vous m'avez demandé la portée maximale. La portée maximale, elle tire à 12 km. Merci pour cette précision, Monsieur le témoin. Alors, quand vous dites de portée utile, ça c'est simplement, on va voir si j'ai bien compris, l'obus avec des charges ou sans charge? L'obus ne va pas quelque part sans charge. C'est pas possible. C'est la charge qui... Enfin, c'est la charge qui, je peux dire, qui propulse. Hein? C'est elle qui donne la force. C'est comme ça, c'est fait. Je ne sais pas pourquoi, mais quand on met la charge qui est un anneau ou bien une bague, voilà. On met dans le bois à feu et puis... Vous avez également fait mention du rayon, de la portée. J'imagine la portée, c'est-à-dire 6 km, c'est la portée utile. 12 km également, vous avez mentionné. Quel est le rayon dans lequel le mortier va avoir effet? Vous avez mentionné 300 mètres, si je comprends bien. C'est plus trop, mais je crois que ça doit être 300 mètres. Je ne sais pas. C'est plus trop. Mais ça doit être 300 mètres. Et là, quand vous nous dites 300 mètres, c'est quoi au juste ces 300 mètres? Expliquez-nous ça brièvement. C'est-à-dire que, bon, un exemple, je ne le souhaite pas, si l'obus tombait là, je ne sais pas quelle est la superficie de cette salle, mais je crois qu'elle va pouvoir bien faire ce qu'on souhaite. C'est-à-dire que c'est la superficie, quand l'obus tombe avec les éclats, jusqu'à où ça s'en va pour pouvoir atteindre les cibles, ce qu'on veut, blesser, tuer, brûler, voilà. On peut considérer ça comme le diamètre, si c'est un cercle. On peut considérer les 300 mètres comme le diamètre. Alors, si je vous comprends bien, c'est un rayon de l'éclatement de 300 mètres. Voilà. Vous nous avez également dit, durant votre témoignage, que lors de votre cours de formation CA1, vous avez appris comment les utiliser, dans quelles circonstances, si je vous ai bien compris. Alors, dans quel genre de circonstances ou dans quel genre d'environnement est-ce qu'on utilise ces mortiers 120 mm? Est-ce que dans le milieu, quel genre de milieu? Normalement, le mortier de 120, c'est une arme d'artillerie en campagne. Normalement, c'est utilisé en race campagne. Mais par moment, on peut l'utiliser en agglomération. Pourquoi? Si il y a un site qui est potentiellement reconnu appartenant à l'ennemi, ou bien que l'ennemi utilise un site commun, ou bien une antenne, ou bien un pont, je sais pas, un point commun, on demande de le détruire. Si dans l'équipe de combat sur place qui doit mener l'assaut, il n'y a pas une équipe de génie, on demande à la batterie de 120 de détruire le site. Donc en agglomération, ça s'utilise, mais vraiment d'un canevas bien précis. Sinon, c'est en race campagne, son rôle.
Alors, simplement pour qu'on se comprenne bien, je veux simplement vous dire qu'on n'est pas on n'a pas les connaissances que vous avez dans cette matière de mortier. Alors, si vous voulez bien nous l'expliquer, pourquoi est-ce que c'est utilisé normalement? Vous dites que c'est une artillerie de campagne. Pourquoi en campagne normalement? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la fiabilité, la précision de cette arme? On l'utilise en campagne, comme je l'ai dit, parce que son nom même d'abord l'indique. C'est une arme d'artillerie en campagne. C'est clair, c'est en campagne. Parce que lorsque vous tirez un obus, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Un exemple, vous de votre position, vous lancez votre silo vers moi. Vous décidez que ça tombe. À l'arrivée du silo, le silo n'est pas tombé là. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes maladroit ou bien malhabile. Hein? Seulement qu'il y a des éléments qu'on nous a aussi appris, moi on m'a appris en sage, il y a des éléments qui rentrent en ligne de compte. La géographie, la dispersion et ses lois, il y a le climat, tout ça. C'est ce qui fait que avant de tirer en pleine agglomération ou bien dans un village, il faut beaucoup être sûr que l'objectif qu'on demande de détruire ou bien d'atteindre est un site où il n'y a pas d'hommes ou bien il n'y a pas vraiment le nombre de personnes qui sont dedans sont à minimiser. Or, en campagne, comme elle n'est pas très précise, on suppose que lorsque vous tirez, les dégâts en vie humaine ne seront pas trop déplorés. Voilà. C'est pourquoi c'est un peu complexe quand on veut l'utiliser en pleine ville. Mais en race campagne, on avance. Alors, en pratique, monsieur le témoin, lorsqu'on veut justement atteindre un but particulier, est-ce qu'il y a une procédure avec les mortiers? Comment est-ce qu'on fait en sorte justement pour atteindre un but particulier? Est-ce qu'il faut simplement un coup de mortier ou faut-il plusieurs? Lorsqu'on veut atteindre un but particulier, c'est vraiment difficile à un seul tir d'atteindre l'objectif. C'est vraiment difficile. Il faut 2, 3 coups, parce que le premier coup, en réalité, c'est lui qui vous guide bien, qui vous oriente bien, et puis il permet à l'arme de bien se positionner, parce que c'est de la terre creusée, et puis voilà, on dépose un élément dedans, l'autre élément là-dedans, et puis voilà. Donc, le premier coup de feu qui part, c'est lui qui permet à l'arme de bien se positionner. 1, 2, vos informateurs sur la position sur laquelle vous avez tiré vous disent que non, vous avez atteint la cible à tel nombre de pourcentage ou bien à tel nombre de pourcentage. Sinon, un seul coup, c'est vraiment par chance. Ou bien avec vraiment les habitués qui ils arrivent à atteindre l'objectif à un seul coup de feu.